contrôle correctement les murs. Vous avez parlé tout à l'heure d'un mur semi-souterrain, comme dans le fond les maisons semi-souterraines. On l'avait fait en bas, puis ça a été une mauvaise expérience pour ça. Moi, les maisons Earthchips, ça me amène parce que je pense qu'il y a de l'intérêt pour la Earthchips. Oui, les Earthchips, oui. C'est qui m'a parlé? C'était Gabriel? C'est moi qui l'ai mentionné. C'est toi, hein? Comprenez-vous? Mariette. Je vais vous dire que la maison Earthchips est très intéressante. Il y a beaucoup d'innovations là-dedans, notamment pour la question des serres en avant. Mais il y a une affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Earthchip est née dans les pays plus chauds. Puis ici, vous avez peut-être remarqué, là, on a parlé de la façon de construire les murs. Ouais, T'en penses, hein? Non. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Un quart d'heure qu'on est venu. Il est midi et quart. Ça vous va encore? Ouais. Les gens sont en train de rater un rendez-vous important. Non, c'est correct. On dit. Toi, Gab, c'est à 3 heures. Non, mais c'est ma soeur, puis sinon... OK. Bon, c'est... Ok, on prend ça, on s'en va au chantier? Oui, okay. oui, c'est bien correct. C'est l'orientation, là, tu veux parler? Hein? L'orientation des... oui, OK. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Bon, là, on a parlé beaucoup du choix des matériaux et de la technique de construction, mais il y a aussi de la façon de construire la maison. Et ça, dans la construction bioclimatique, c'est l'art de construire sa maison en harmonie avec l'environnement où on est. Alors, il y a des principes de bioclimatique. Par exemple, plus on est au nord, plus la maison est cubique. Parce que pour la même surface habitée à l'intérieur, un carré ou un cercle va avoir beaucoup moins de murs exposés. C'est le monde en sciences nature, hein? Ouais. Alors, si on prend le volume d'une maison rectangulaire, pour le même volume en intérieur, il va y avoir de plus en plus de murs exposés. Et de plus en plus de matière pour faire la fondation et pour faire les toits. Mais on va se donner une surface de vitrage beaucoup plus grande par conséquent. Puis, ces vitrages-là, étant que la maison est plus rectangulaire, ben le mur en arrière, imaginons que c'est une maison très rectangulaire, ben le mur derrière est beaucoup plus proche du soleil. Donc, il peut être chauffé par l'apport solaire. Alors, la technique du Earthchips, c'est de faire une maison très rectangulaire, comme on en trouve dans le sud des États-Unis jusqu'à la moitié des États-Unis. C'est le typique d'une maison solaire passive. Le mieux, c'est même pas de faire d'étage, faire toute la surface habitable ici. Okay? L'inconvénient de construire comme ça, il y en a 3 que je vois tout de suite. Le premier, c'est que la surface de vitrage est grande. Vous allez dire que c'est un avantage pour l'énergie solaire. Oui, mais ça sort. Et ici, on a le mois de janvier. Et le mois de janvier, il n'y a pas beaucoup d'apport solaire parce que les jours sont encore courts. Puis, il fait très, très, très froid. La déperdition de chaleur au mois de janvier est tellement grande par rapport aux autres mois, c'est très difficile d'aller compenser cette chaleur-là par un apport solaire dans les autres mois. Il n'y a personne là qui vit les mois de janvier comme nous autres aux États-Unis. Ce qui fait que vaut mieux réduire la quantité de fenêtres parce qu'une fenêtre n'est jamais très bien isolée. Donc en réduisant la quantité de ce mur-là, on réduit la quantité de fenêtres. On fait une maison davantage carrée. L'autre désavantage de la maison rectangulaire, c'est que, ici dans la région, Alain Hamel a démontré qu'on ne peut pas ne pas chauffer une maison dans notre région. Alain Hamel, la maison Kenogami qui a passé dans les journaux cette semaine, isolée à R80 pour les murs et R150 pour le plafond. C'est la maison la plus éco-énergétique du Québec qui a jamais été faite. Ouais. Il n'a pas réussi à avoir 100% zéro besoin de chauffage. Il ne chauffe pas lui-même à la maison avec son métabolisme, là. Il faut qu'il y ait un apport par quelque chose d'électrique ou autrement. Pas des gros besoins, évidemment, tellement isolé, la maison c'est prodigieux, mais il y a une perte par les fenêtres, et même s'il a pris les fenêtres et plus. Alors là, cette maison-là coûte quand même 10% plus cher qu'une maison, elle coûte quand même cher, là, parce que d'autres, elle coûte moins cher. Puis aussi, les matériaux sont 100% industriels. Là. On ne niaise pas là, avec le ruban rouge, puis avec les pellicules étanches, puis avec les isolants, puis les systèmes d'échanteurs mécaniques hyper performants, puis les fenêtres les plus performantes au bout. Mais là, on se retrouve avec une maison éco-énergétique, mais pas avec une maison écologique, dans le sens où nous, on la conçoit, puis on la réfléchit. Tu sais, ici, là, on consomme 6 cordes de papier baumier pour chauffer la maison. Quand même que... 6 cordes plus 300 pièces d'électricité. Ouais, c'est ça. Puis peut-être 2-3 cordes de bois pour la cuisinière. C'est quelque chose comme équivalent 6 cordes de bois dur mélangées, 300 $ d'électricité par année. C'est sûr que si on était
combien d'argent qu'il faut mettre pour brûler une corde de bois de moins. Puis, tout du bois de rebut de toute façon qu'on va faire l'affaire qu'on va là. T'es rendu où? Là, on est rendu où dans la technologie? Jusqu'où on va aller là, pour avoir une maison hyper techno, hyper éco-énergétique, mais là, tu perds de vue tous les autres aspects qui sont d'avoir des maisons écologiques, locales, des ressources renouvelables. Ce ne sera pas transférable de toute façon, cette espèce d'ultra-technologie-là, pic pétrolier passé. Puis on s'entend que le bois aussi, c'est une ressource renouvelable là, de premier ordre, là, surtout ici. Oui, c'est ça. On n'est pas dans un désert. Donc non, c'est ça. Si on était dans un désert, on réfléchirait autrement. Oui. Mais là, ici, on est au Québec, on est dans l'environnement forestier. Fait que si aussi on allait vers la maison, aussi, c'est que quand tu sors le courant là-bas, le système d'échangeur d'air ne fonctionne plus. C'est une lumière rouge, là, bip, évacuation immédiate. C'est un décompte, là, si tu sors pas en dedans de 30 secondes, là, tout le monde marche, mais tu fais, là. Juste le système de sécurité, ça doit coûter 300$ d'électricité. Mais je veux dire, c'est Alain Hamel, c'est un grand ami. C'est pas un grand ami, c'est un bon ami, une bonne connaissance. Puis Alain lui-même est très content d'avoir fait cette expérimentation-là de la maison la plus éco-énergétique, mais il s'est trahi les limites de son expérience. Il vient souvent ici, puis c'est intéressant, là, c'est une belle expérience qui a été faite, mais c'est limité pour voir. Fait que là, si on veut chauffer au bois, tu as une maison comme ça, tu le mets où pour la bois, là, tu le mets là, ça va pas être chauffé, le mur là, tu le mets là, les bouts de non, tu sais, c'est pas adapté au chauffage à la biomasse, puis ici, nous autres, au Québec, on est entouré de cette ressource-là, c'est très intéressant, locale, abondante. Maintenant, ça, c'est le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient d'avoir une maison très rectangulaire, le troisième, je l'avais. Oui, c'est les hardships, là, tu avais dit, c'est ça, on les lance. Il faudrait s'en aller vers le cube pour aussi réduire les quantités de matériaux impliqués. Fait que là, en allant vers le cube, en protégeant les murs, on se retrouve avec une maison de style alpin. Parce que ça nous fait une belle façade. Puis une maison en hauteur avec un autre étage, ça permet de chauffer facilement la biomasse. Ici, le foyer de marche chauffe très bien les chambres. La température est à peu près égale un peu partout, un peu plus frais dans les chambres, 1 ou 2 degrés, 2 degrés, 3. Ça permet de dormir au frais, alors qu'ici, on est bien. Quoi demander de mieux? Il y avait l'aspect du l'enfouissement. Oui, l'enfouissement. Il y a une espèce de problème avec le type de matériaux utilisé pour aussi, parce que les expériences d'enfouissement de partie de mur avaient plutôt mené à du pourrissement que tu n'as pas si tu surélèves sur le slab. Les autres font ça avec des pneus, mais c'est pas isolé. Fait que quand on est dans des endroits où il y a un peu de gel, là, tu peux bien faire moins 30 là, dans les montagnes du Nouveau-Mexique, mais dans le jour, ils sont au-dessus de zéro. Tu sais, on va dire ça. Là. C'est-à-dire qu'ici, quand il fait moins 30, il fait moins 30 jour et nuit. Là. Fait que ça descend le gel à 2 mètres. Mais si on enfouit la maison, le gel est descendu de 2 mètres, il faut que tu isoles autant que si tu étais dehors. Fait que là, à ce moment-là, si on met juste des pneus avec de la terre dedans, c'est pas assez isolé. Mais en fait, considérant qu'au Québec, quelqu'un qui arrive avec un projet de construction de maison, qui dit moi j'ai besoin de 1000 pneus par exemple, les pneus vont lui être donnés gratuitement. Ouais. Tandis qu'on a des systèmes de recyclage, il n'y aurait pas moyen de combiner les technologies, de dire plutôt que les remplir de sable ou de terre, on ne pourrait pas les remplir d'un matériau qui va aller compenser pour l'isolation, puis d'aller faire que le mur de pneus, veut pas, c'est vraiment solide, puis c'est vraiment facile à faire. Donc il n'y a pas moyen d'essayer de combiner plusieurs technologies pour arriver à une maison vraiment idéale, adaptée au Québec. Moi, ce que je trouve intéressant avec les pneus, c'est que les fondations avec les pneus, ça a l'air à marcher. Donc là, ça peut être intéressant de ce point de vue-là, parce que un élément de solidité du mur hardship avec les pneus, c'est le fait que c'est de la terre, justement. Si on met un matériau isolant, c'est léger, la terre, ça va. Et en plus, si on utilise un matériau naturel, à base de fil de bois ou peu importe, s'il ne reste pas de chaque côté, il va pourrir. Donc moi, je trouve que c'est problématique de faire ça pour un mur de derrière, parce qu'on a une grande surface à isoler comme ça. Puis là, si on l'isole, si on isole les pneus, là, ça tient pas assez fort. Parce qu'ici, on a du gel. Puis le gel veut dire des poussées latérales. Donc, que ça soit solide. Même, je pense que des pneus avec du sable, c'est peut-être même pas assez solide sûrement pas solide pour retenir les poussées latérales. Donc, il faudrait avoir un mur de béton armé, drainé. Là, on se retrouve avec des maisons classiques semi-enterrées, comme celle de Pierre Gauthier dans Saint-Martin, comme celle à Saint-Fulgence de d'autres amis, France et Grèce,
Thérèse et son chum Claude La France. Puis, ils ont une maison comme ça, très allongée, un mur de béton en arrière. Ils ont tout refait tranchausser, un toit plat, végétalisé, mais ça coûte cher, là. Parce qu'il y a de l'escalation beaucoup, du béton. Mais là, le béton a une grosse empreinte écologique. Donc là, on s'éloigne beaucoup du chips qui est supposé coûter presque rien, qui chauffe lui-même. C'est parce qu'on n'est pas dans le climat pour que ce soit 100%. Mais là, pour les fondations, savoir, là, parce que c'est peut-être intéressant pour sauver toute l'empreinte écologique des fondations. Puis ça peut se faire manuellement. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là, de pas pire là-dedans. Mais là, moi, je n'ai pas trouvé de solution, en tout cas, pour le chip tel que conçu pour le sud des États-Unis ou la Californie, ou le sud de la Nouvelle-Angleterre, même à la limite, là, des maisons allongées. Alors, c'est ça, là. Si on retrouve le cube, puis si ça enterre et ça ne marche plus. T'sais, moi, je pense que la maison carrée qu'on construisait dans nos campagnes, là, on voit partout dans les rangs, là, était quand même pensée pour notre climat par nos anciens. C'est plus adapté à notre environnement. Et là, il manque d'isolation. C'est tout avec du bois local.